Là, je suis dans le plus grand méthaniseur de France. Ici, on produit du biogaz. Et tout ça, c'est du seigle, cultivé exprès pour produire cette énergie. C'est l'une des énergies renouvelables les plus subventionnées en 2024 par mégawattheure produit. Les biocarburants, la biomasse, le biogaz seront indispensables. Et cette énergie intéresse les entreprises pétrolières. Shell est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel renouvelable en Europe. Atténuer les changements climatiques, la transition est en cours. Le biogaz est produit grâce à des déchets organiques issus du territoire. À en croire leur publicité, le biogaz est une énergie locale, produite à partir de déchets et au service d'une agriculture durable. Mais leurs méthaniseurs sont beaucoup plus grands que la moyenne. Nous avons voulu savoir si leurs projets tiennent bien leurs promesses. Des documents obtenus par Le Monde mettent en lumière le fonctionnement de ces installations. Notre enquête révèle des pratiques à rebours des engagements des entreprises et des recommandations environnementales de l'État. Ce lisier de vache et ses résidus de culture vont produire du biogaz. Bio, car il provient de matières organiques. Contrairement au gaz fossile, qui lui est importé, principalement de Norvège, des États-Unis et de Russie. En 15 ans, le nombre de méthaniseurs est passé de 187 en 2010 à presque 1800 en 2024. Et ce n'est pas terminé. D'après le gouvernement, le biogaz doit représenter 15% du gaz consommé en France d'ici 2030. Ce qui implique de multiplier la production par 4. Aujourd'hui, la plupart des méthaniseurs sont plutôt petits et se trouvent dans des fermes. Mais depuis quelques années, des installations d'un autre genre voient le jour. Des unités centralisées, capables de générer beaucoup plus de biogaz. Les 5 plus grandes peuvent produire jusqu'à 9% du biogaz injecté dans le réseau. Elles sont détenues par des entreprises pétrolières, comme Shell, qui opère le méthaniseur de Sécalia à Sérilly, le plus grand de France. Nous sommes allés le visiter. Ah, ça y est, on le voit un peu là. Le directeur d'exploitation de l'usine, Thomas Laurin, nous explique comment ça marche. Là, on se situe vraiment au cœur du process. Juste derrière nous, on va retrouver donc, nos 5 digesteurs. Donc, c'est dans ces grandes cuves qu'on va venir produire le biogaz. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur depuis la salle de contrôle. Ici, on a la vidéo de l'intérieur d'un digesteur. Donc, on va retrouver l'alimentation qui se fait constamment. Ça, c'est ce qu'on appelle le digestat, dans lequel en fait, on a nos bactéries. C'est cette matière-là qu'on va venir chauffer. On peut apercevoir des bulles. En fait, c'est le biogaz qui se produit. Et là, on va retrouver le tuyau d'évacuation du biogaz qui va arriver directement au laveur de gaz. Ce gaz est ensuite purifié et injecté directement dans le réseau. Donc, sur le site de Sécalia, on a une production annuelle de 230 gigawattheures. On va pouvoir alimenter environ 15% de la population particulière de la Côte d'Or, ce qui représente environ 25 000 maisons individuelles. Le digestat restant, lui, est épandu dans les champs en guise d'engrais. La plupart des méthaniseurs sont alimentés par des déchets. Mais celui de Sécalia a une particularité. Il utilise du seigle, cultivé par les agriculteurs de la coopérative Dijon Céréales. Et donc en fait, tout ça, c'est du seigle. Exactement. Ce seigle, il vient donc de la région du Châtillonnais. Ça représente environ 5000 hectares de parcelles. Il a été cultivé exprès pour aller dans le méthaniseur? Oui, mais ça reste une interculture. Donc l'idée, c'est que ce soit planté entre 2 agricultures principales. Donc ça ne rentre pas en contradiction en fait avec l'agriculture vivrière. L'idée, c'est d'utiliser ce couvert semé en hiver donc pour l'optimiser en faisant du biogaz. Ce seigle est issu de ce que l'on appelle une culture intermédiaire à vocation énergétique, ou CIV. Les agriculteurs font donc pousser des céréales supplémentaires pour produire de l'énergie. Afin de comprendre les raisons de ce choix, nous les avons contactés. Pour Mathieu Fleureau, les cultures intermédiaires ont plusieurs avantages.
Elle l'aide à lutter contre les mauvaises herbes. On a des plantes aujourd'hui qui sont résistantes presque à tous les produits phytosanitaires. Donc il y a d'autres solutions, notamment celle d'implanter des cultures intermédiaires. Et elles ont aussi un avantage économique. Il y a 2 ans ou 3 ans, on vendait du blé à 250, 260 euros la tonne. Ça vaut 150 euros la tonne aujourd'hui. Grâce au CIV, on a une sécurité. Là, on nous dit, pendant 15 ans, tu vas vendre ton seigle à tel prix. J'ai gagné plus cette année à faire du seigle pour la méta et du sorgho grain derrière qu'à faire un blé, quoi. Mais les cives présentent bien des risques pour les cultures alimentaires. C'est la Cour des comptes qui le dit. Elle alerte sur les conséquences de l'accroissement de la production de cives sur les cultures principales, perte de rendement, épuisement du sol, consommation des ressources en eau. Si les cives sont récoltées trop tard, il n'y a plus assez d'eau et de nutriments pour la culture suivante. Résultat, les rendements des cultures alimentaires diminuent. Pour limiter les risques, un rapport de recherche soutenu par l'État recommande des dates de récolte pour les cives. Dans la région de Sérilly, il conseille de les récolter avant le 15 mai. Mais sur les réseaux sociaux de Dijon Céréales, on peut voir que cette recommandation n'est pas suivie. En 2025, la récolte ne commence que le 6 mai et dure 1 mois. Pire, en 2023, elle débute seulement le 15 mai. Les cives sont donc récoltées en grande partie après la date maximale recommandée. Contacté, Dijon Céréales reconnaît d'ailleurs une chute de rendement sur les cultures semées après les cives. Les tournesols ont donné en moyenne 19 quintaux par hectare, contre 23 quintaux sur les parcelles sans cives, soit une baisse de 17%. Pour les autres cultures, la coopérative ne relève pas de différence notable. Dijon Céréales accepte donc de produire moins de tournesols pour faire pousser plus de seigles destinés aux méthaniseurs. La pression sur les cultures alimentaires risque d'augmenter à l'avenir. L'État compte sur les cives pour atteindre ses objectifs de production de biogaz à l'horizon 2030. Aujourd'hui, elles représentent environ 15% de la ration des méthaniseurs. Mais en 2050, elles devraient atteindre 40%. Une autre promesse du méthaniseur de Sécalia est celle d'une énergie locale. Ce seigle va être semé par environ 150 exploitants agricoles de Dijon Céréales sur environ 5000 hectares dans un rayon de 40 km autour de Sérilly. Pour savoir si cette distance était bien respectée, nous nous sommes plongés dans les documents publics. Rapport d'inspection. Étude d'impact environnemental. Dérogation temporaire. Autorisation d'exploiter. On peut y lire qu'en plus du seigle, le méthaniseur de Sécalia utilise aussi des déchets végétaux, qui eux viennent de bien plus loin. 75 km maximum. Cela représente presque 20 000 tonnes de matière par an. Mais cette limite n'a pas suffi, comme le montre ce mail que nous nous sommes procurés. Il a été envoyé par Dijon Céréales à la préfecture. Nous aurions une opportunité potentielle sur des collets de betteraves d'une usine située à 140 km de Sécalia. Contacté, Dijon Céréales dit ne s'être finalement pas approvisionné auprès de cette usine. Mais la préfecture a bien octroyé une dérogation temporaire. Elle repousse la limite à 140 km. Dijon Céréales dit avoir demandé à rendre cette dérogation permanente. Et Sécalia n'est pas un cas isolé. D'autres méthaniseurs géants ont élargi leur distance d'approvisionnement, comme en Seine-Maritime, sur le site de Total Énergie. À l'origine, 90% des matières utilisées devaient provenir d'un rayon de 30 km. Mais en 2025, cette distance a été étendue à tout le département, pour la moitié des matières utilisées. Et 14 000 tonnes peuvent même provenir de tous les départements voisins. Idem pour cet autre site de Total Énergie dans le Lot-et-Garonne. En 2013, ces matières premières pouvaient provenir d'un rayon de 40 km. Et désormais, le périmètre inclut tous les départements avoisinants.
Tout cela signifie de plus grandes distances de transport et donc des émissions de CO2 supplémentaires. Contacté, Total Energy affirme que garantir la stabilité de la production de biogaz tout au long de l'année implique parfois d'élargir le périmètre d'approvisionnement. Elle indique néanmoins que sa priorité est de privilégier les approvisionnements de proximité. Pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, il est important que la méthanisation soit ancrée dans son territoire. Dans le cas des projets qui sont soutenus par l'ADEME, on demande qu'il y ait 90% de l'approvisionnement qui proviennent d'un rayon inférieur à 40 km. Pour privilégier ces synergies territoriales. Donc, et puis du point de vue environnemental, on essayait de moins transporter les matières. Au lieu de valoriser des déchets locaux en les transformant en énergie, ces méthaniseurs géants fonctionnent grâce à des matières premières produites exprès et qui viennent de plus en plus loin. Et ce modèle de méthanisation bénéficie d'un soutien politique. Secalia a reçu la visite de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en octobre 2025. On a besoin de ce type de projet pour contribuer à notre ambition de décarbonation de notre production d'énergie. Le développement de ces grands projets n'est pas près de s'arrêter. Shell a l'intention d'ouvrir 2 nouveaux méthaniseurs géants en France d'ici 2030.